3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibout est avec nous ce soir, le responsable des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Sébastien Lalvé, directeur général de la financière Arbevel, nous accompagne également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Julien Debenzal d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Futur IM, 2 semaines de guerre révolue donc en Ukraine. Je voulais qu'on prenne peut-être un peu de recul avec vous. Julien, je vous écoute depuis plusieurs années. Vous travaillez sur les cycles, c'est votre grand domaine d'expertise et un cadre d'analyse que vous appréciez particulièrement dans l'aspect marché, investissement. Je crois comprendre qu'il y a un cycle pour tout. Il y a un cycle pour la géopolitique notamment, qui n'est pas forcément le cycle dont on parle le plus, mais ce cycle existe. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce cycle en quelques minutes? Et qu'est-ce que la situation géopolitique à laquelle on assiste, alors qui se matérialise par un conflit armé d'une intensité inédite depuis la Yougoslavie, voire la Seconde Guerre mondiale, conflit qui engage une puissance nucléaire comme la Russie aujourd'hui. Qu'est-ce que cette situation géopolitique nous dit du stade de ce cycle géopolitique aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est un cycle qui n'a pas beaucoup de rapport avec les marchés financiers, en tout cas pas au départ, et qui est rarement suivi. Alors, très rapidement, la théorie des cycles, c'est quelque chose qui est européen, c'est 1870-1930, et après, la recherche part aux États-Unis. Dans ce qui a été fait en Europe, il y a notamment le cycle de Juglar, qui est peut-être le plus connu, qui est un cycle économique de 7 à 11 ans, et que quand des investisseurs ou des économistes parlent de cycle, en général, c'est plutôt de celui-là dont ils parlent, et pas des autres. Il y en a un plus court et un plus long. Aux États-Unis, donc, la recherche a donné en 1987 et en 88 deux ouvrages, deux travaux académiques de deux scientifiques différents qui ont abouti en fait à la même conclusion sans se connaître. C'est ça qui est assez intéressant. C'est la définition d'un cycle géopolitique qu'on appelle cycle d'hégémonie ou de leadership. L'idée est que un pays, une nation ou éventuellement une zone économique domine en fait le monde développé sur plusieurs aspects, la technologie, l'économie et le militaire. Alors ça peut être un de ceux-là, ça peut être la combinaison des trois, ça peut former aussi une hégémonie culturelle. Et le processus, c'est que le leader se définit, développe justement toute sa force dans l'ensemble du monde développé, à un moment s'épuise parce qu'il est obligé petit à petit de dépenser pour tenir sa position de leader, ce qui est un phénomène très classique, et on assiste à la fin de cet épuisement, on assiste à une déconcentration. Ça veut dire que le monde est plutôt unipolaire ou éventuellement bipolaire pour que le leader est finalement un opposant. Et on assiste à la déconcentration, c'est-à-dire l'émergence d'un monde multipolaire. Et ça aboutit à un conflit, systématiquement. Alors, ça date de la Renaissance, cette observation. Donc, les cycles qui ont été répertoriés, c'est pour le siècle dernier, les USA, évidemment. Ouais, 20e, donc c'est voilà, ça. Ouais. Le siècle précédent, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Ouais. Le siècle encore avant, toujours la Grande-Bretagne. Et ce qui a précédé, ce sont les Pays-Bas. Il remonte encore un petit peu avant, mais enfin, ça devient un peu anecdotique. Alors, ce qui s'est passé de manière intéressante pour la transition de ces cycles, c'est qu'à chaque fois, donc, il y a eu des conflits majeurs qui font passer d'un état de leadership à un autre. Donc, 1710, c'est à peu près les guerres de Louis XIV. 1815, guerre napoléonienne, on commence avec la Révolution française. Donc ça, c'est une autre étape de transition. Il y a la Première Guerre mondiale, évidemment, qui elle, est une étape peut-être plus connue historiquement par nous tous. C'est un cycle qui fait environ 100 à 110 ans. C'est vraiment à l'épaisseur, c'est plus qu'à l'épaisseur du trait. On n'a pas de date. Et donc, les chercheurs ont mis en évidence le fait que, donc dès les années 80, qu'en fait, il y aurait probablement un nouveau conflit, si on suivait cette logique, qui se tirerait autour de 2020, voilà, à peu près. Donc, ce qui est en train de se passer s'inscrit plutôt bien là-dedans. D'ailleurs, il faut préciser que les deux auteurs terminent leur ouvrage en disant, sachant qu'il y a quand même deux nouvelles donnes. La première, c'est que la guerre économique pourrait être plus importante qu'elle ne l'a été dans les cycles antérieurs. Et la seconde, c'est que la puissance nucléaire n'existe pas dans les cycles antérieurs, donc on ne sait pas la forme que ça prendra. Donc ça n'a rien d'un exercice divinatoire. C'est plutôt pour dire, voilà, il s'est passé ça, il semble qu'il y ait une logique ici. Et alors, on peut relier ça, ce travail, et ils l'ont fait eux-mêmes, c'est d'ailleurs la base de leur inspiration, au cycle qui est là, et vraiment bien identifié, le cycle de l'inflation.
En fait, au tout départ, c'est même le cycle du prix des matières premières. Il y a, tous les 55 à 57 ans environ, un sommet du prix des matières premières. Donc le précédent, on le connaît, c'est environ 1970, la crise de l'OPEP. Oui. On fait 50 ans avant, c'est 1920, c'est les conséquences de la Première Guerre mondiale, de la grippe espagnole, c'est les fameuses brouettes de marque en Allemagne, etc. On revient 50 ans avant, c'est 1870, c'est le conflit franco-prussien, c'est aussi la guerre de sécession aux États-Unis qui aboutit à une hyperinflation. On revient encore 50 ans en avant, et puis on est en 1815. Avant, on est en 1770, on sait que c'est la cause de la Révolution française. Encore avant, on revient à la guerre de Louis XIV, 1715. C'est-à-dire que il y a, et ça c'est un Russe qui a trouvé ça en 1928, il y a un phénomène qui est observable jusqu'à présent, qui est un phénomène récurrent de flamber des prix pendant une certaine période. Eh bien, il se trouve que les guerres que je décrivais dans le cycle géopolitique se produisent à ces moments-là. Alors, il y a un grand débat de savoir si c'est la guerre qui provoque l'inflation ou l'inflation. Oui, c'est ça. Relation de cause à effet, effectivement. Voilà. Mais on devait, alors si on suit tout ça, on devait assister du point de vue monétaire et budgétaire à une politique laxiste depuis 10-15 ans. Je crois que c'est en place, ça s'est accéléré avec la pandémie. Et on devait assister à l'apparition d'un conflit. Je constate que les choses sont là. Donc, à partir de là, le cadre pour les années à venir, c'est un cadre de conflit. Voilà, c'est ça la conclusion. Donc c'est quoi ? C'est des années de crise permanente, de crise sécuritaire permanente auxquelles il faut se préparer aujourd'hui. Voilà, jusqu'en fait la définition du nouveau leader qui sera au terme de cet affrontement dans ce monde, au sein de ce monde multipolaire. Ce qui m'amenait à dire, en parlant des matières premières il y a 1 an ou il y a 2 ans, les matières premières peuvent faire entre x5 et x20. Je sais que le chiffre était un peu impressionnant. Mais à aujourd'hui, comme on a déjà fait x2, je maintiens ce raisonnement, toujours dans la logique des cycles, en disant que ça devrait faire entre x2 et x10 par rapport à maintenant. Donc, par rapport au x2 qu'on a déjà. Voilà, c'est pour ça que je redis quelque chose qui avait un petit peu choqué une fois. J'avais dit, le pétrole à 150, j'en sais rien, il peut valoir 500. Je réitère mon point. C'est-à-dire que, en suivant cette logique de l'observation de ce qui s'est passé antérieurement, absolument rien ne s'oppose à ce que le prix des matières premières parte dans des niveaux complètement aberrants. Et, je termine juste là-dessus, les conflits, en général, sont quand même liés à la ressource. Donc c'est pas totalement aberrant de constater qu'il y a une hausse très forte du prix des matières premières, donc de l'inflation. Donc on n'est pas perdu. Non, mais c'est une manière de dire les choses, Julien. On n'est pas totalement perdu quand on a ces références et ce cadre d'analyse tel que vous venez de l'exposer. Voilà. Alors, vas-y, Sébastien. Je pense que le cadre existait, mais on ne voulait pas l'entendre. Déjà, premier point. Deuxième point, j'étais tout à l'heure avec une société qui s'appelle Equinops, qui fait des centres de serveurs, et qui expliquait que dans les composants électroniques au sein de leurs outils, il y a certains composants dont les prix ont fait plus que x10 déjà. Des petits composants, mais donc des petits prix, mais un petit prix qui passe de 15 à 600, on est dans les chiffres... dans les chiffres qu'on mentionne, c'est juste qu'à un moment, c'est l'offre et la demande, peu importe le prix, en fait. Donc moi, je cautionne tout à fait ça. Après, la réalité, c'est qu'on est dans un monde qui s'est durci depuis pas mal de temps. Je veux dire, Poutine, on le connaît depuis pas mal de temps. On ne peut pas dire que la Chine soit dans la douceur. Les Américains n'ont jamais été dans la douceur. Je veux dire, les seuls qui ont toujours été dans la douceur du fait de leur divergence, c'est l'Europe. On a toujours été les idiots du village. Parce qu'il y avait des divergences et qu'il n'y avait pas d'Europe politique, que les gens comme notre président actuel qui expliquait qu'il fallait une Europe militaire et une Europe politique, il y avait plein de gens qui lui expliquaient que ça ne servait à rien, et notamment l'Allemagne, la chancelière Merkel qui n'est plus là, et heureusement qu'elle n'est plus là, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on paye aujourd'hui les choix qui ont été faits contre l'Europe et contre la France sur le nucléaire notamment, sur l'armement. Parce qu'une des raisons pour laquelle le PIB français, c'est pas l'unique raison pour laquelle on a plus de déficit que les Allemands, évidemment, mais en tout cas, eux ne dépensaient pas X% du PIB en armement. Maintenant, le choix qu'on va avoir, c'est est-ce que sur les 100 milliards qu'ils vont dépenser, est-ce qu'ils vont acheter des F-35 ou des avions d'assaut ? Ça, c'est un autre sujet. Oui. Donc, on est face Oui, mais c'est quand même important ce sujet. Si on veut créer une vraie Europe de la défense, comme on dit, déjà, il faut quand même une intégration du commandement quelque part. Et puis, il faut qu'il y ait un écosystème industriel. Parce que, vous le dites très bien, si c'est pour aller acheter des F-35 aux États-Unis, l'Europe de la défense, elle n'existera pas. Moi, je crois beaucoup à la théorie des jeux. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un bien commun.
Donc s'il n'y a pas de bien commun et que chacun joue sa partition avec la somme des intérêts particuliers est supérieure à l'intérêt collectif... Mais on a réussi à en créer des biens communs. Airbus, ADS... Et on n'est pas loin du secteur de la défense, quand même, quand on parle d'Airbus et de ADS à l'époque. Non Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Et moi, ça fait 15 ans ou 20 ans depuis que je travaille, quand tout le monde veut faire des Airbus de tout et n'importe quoi. Donc, il y a le wishful thinking. C'est juste qu'à un moment, on est face à une période où l'avantage de Poutine, c'est que là, c'est clair, c'est pas déguisé, mais comme l'était Trump, d'une certaine façon, à l'époque. Et donc... Moi, désolé, depuis quelques jours, j'invoque Jean Monnet, parce qu'il faut bien se référer, mais oui, l'Europe se forge dans les crises et sera la résultante des solutions apportées à ces crises. C'est un moment clé, là, critique, qui se joue aujourd'hui. C'est extraordinairement critique. Moi, la seule chose qu'on m'a toujours dit, c'est gouverner, c'est prévoir. Ouais, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a gouverné depuis des années. Donc, le risque, tel que je le vois aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà une extraordinaire différence entre les dirigeants que moi je rencontre tous les jours en tant qu'investisseur, où j'ai face à moi des dirigeants d'entreprise qui passent leur temps à être dans demain et être dans la prévision à 5 ans, à 10 ans et 15 ans, et un pouvoir politique qui en parle mais qui ne le fait jamais. Donc moi, le risque de gouvernance... Et pour moi, quelque chose qui me tétanise d'une certaine façon. Et qu'on ne peut absolument pas prévoir en tant qu'investisseur. Parce que quand on est face à un dirigeant d'entreprise, on part du principe que c'est relativement souvent rationnel. Il peut y avoir des erreurs de jugement, mais c'est souvent rationnel. Là, c'est tout le problème de la période de ce conflit. C'est que, moi j'écoutais un spécialiste de géopolitique tout à l'heure avant de venir. La première chose qu'il explique, c'est que les critères de lecture de Poutine ne sont pas les vôtres. Oui. En parlant aux investisseurs. J'espère qu'on le sait, j'espère qu'on l'a compris. Oui, moi aussi, évidemment. Mais moi, je termine là-dessus avant de laisser la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, on doit faire quoi ? Il faut partir du principe, et c'est une banalité totale, de dire, bon, le monde a changé, les paradigmes ne sont plus les mêmes, mais alors pas du tout, parce que là, au niveau de l'alimentation, et que le temps est quelque chose de fondamental. Le timing, dans un marché qui est régi par les algorithmes à la microseconde, là, ce qu'on est en train de vivre, les conséquences agroalimentaires, on les vivra dans un an. Bien sûr. Ou 6 mois. Là, on anticipe. Bien Et sûr. dans les faits, c'est l'anticipation tout le temps. Donc, en tant qu'investisseur, on doit dire, OK, c'est plus pareil. Alors après, est-ce que ça va se terminer bientôt, dans un mois ? Est-ce qu'il y aura un coup de palais ? J'en sais rien. Personne n'en sait rien. Ceux qui savent, de toute façon, ils racontent des bêtises. C'est comme sur le Covid. Tous ceux qui savaient vont raconter des bêtises, par définition. Sauf que voilà, donc il y a effectivement des secteurs qui vont revenir plus au goût du jour. On peut parler évidemment de la défense, le renouvelable. Le renouvelable qui était à la mode il y a 18 mois, qui n'a plus été à la mode pendant un an. L'énergie au sens large. L'énergie au sens. Oui. Renouvelable parce que... Et attention, on a un problème. Le parapétrolier... Les big oil n'investissent plus depuis 5 ans parce que ce n'était pas propre d'investir dans une énergie fossile dont on savait pertinemment qu'elle allait manquer et que la transition énergétique n'était pas gérée. Mais qu'au nom de l'ESG, on ne pouvait pas le faire. C'est ça, en fait, qui est assez énervant dans cette période. C'est que tout ce qui arrive, d'une certaine façon, il y a un accélérateur, mais il n'y a rien de nouveau. Et il n'y a rien qui étonne. C'est ça qui est assez frustrant. Non, mais c'est vrai qu'il y a une compression du temps quand même là, une intensification quand même de la situation qui est que personne n'avait imaginé. Non, personne. Dans cette ampleur. Mais les opportunités existent. Il faut juste partir du principe qu'il y aura un après. Bon. On est parti très haut. Non, mais on peut continuer la discussion. Gilles, vous n'avez pas encore eu la parole. Moi, je voudrais qu'on vienne un peu aux considérations de marché. C'est notre job, c'est la mission de Smart Bourse, d'analyser un petit peu aussi ce qui s'est passé là, depuis 15 jours de guerre révolue, je le disais, en Ukraine. Bon, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 15 jours, en réalité, effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est que la période très récente, elle a juste accéléré et rendu plus évident ce qui était en place depuis déjà plusieurs mois. On savait qu'on finissait une période, alors c'est pas un cycle de 50 ans, mais pas loin, de baisse des taux d'intérêt, de baisse de l'inflation, qui était essentiellement liée à la globalisation, et que ce mouvement-là, il était en train de s'interrompre.
parce qu'effectivement, il y a un changement de leadership. Et donc, quand on regarde sur les marchés, il nous semblait que ce changement de paradigme qu'avait conduit en réalité à des tensions extrêmes ou en tout cas à des distorsions extrêmes dans le marché avec ce qu'on avait eu au moment des années 70 avec le 50 Nifty, où tout le monde allait sur les valeurs de croissance, peu importe les multiples, c'était des valeurs de croissance, il fallait acheter ça. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque des sociétés. C'est juste à un moment donné, c'était devenu des valeurs refuges parce que plus rien ne va. Les cash flows actuels des valeurs pétrolières, des valeurs bancaires n'avaient plus de valeur puisqu'en fait, on ne s'intéressait qu'aux valeurs futures. Il nous semblait qu'on était arrivé à un point d'exagération. Et nous, dans les portefeuilles, il nous semblait que depuis un petit moment, il était important face à ce changement et à cette incertitude d'avoir une approche plus équilibrée dans les portefeuilles. Bien sûr, on regarde vers le futur et donc on aime les sociétés de croissance et donc on en a parce que le problème c'est que ce mouvement-là et se dire le mouvement de baisse des taux il est fini, mais on en a pris le Covid, ça on a repris un coup, donc c'est très dur de faire le timing, et le timing c'est ce que disait Julien, c'est essentiel. Donc on avait toujours quelques valeurs de croissance, mais on se dit non, mais il faut aussi avoir des valeurs un peu plus équilibrées, un peu plus value, parce que on va avoir cette bascule, on ne sait pas quand elle va opérer. Et en réalité, dans la période très récente, depuis le début de l'année, on a déjà eu à nouveau des rotations dans tous les sens, à nouveau vers les valeurs de croissance parce que l'incertitude remontait, à nouveau vers les valeurs value hier. Les trends sont en train de s'accélérer, de se compresser. Donc, l'attitude qu'on avait dans nos portefeuilles depuis plusieurs mois, de dire on veut des portefeuilles équilibrés, où on va véritablement mettre l'accent sur la sélection de valeurs, pour essayer de vendre des valeurs sur la base de leur qualité idiosyncratique et donc pour essayer d'avoir un portefeuille qui soit finalement avec des valorisations qui ne soient pas loin de celles du marché, pour pas avoir de biais en réalité, pour pas essayer, un peu comme en bateau, on veut pas prêter le flanc pour pouvoir traverser cette période d'incertitude, au moins jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Parce qu'en fait aujourd'hui, hier le marché montait parce qu'on avait l'espoir d'une trêve. Aujourd'hui, on n'en sait plus trop. On voit que c'est le côté un peu tôt qui reprend. Hier, le marché montait parce que les shorts se rachetaient. Mais il se rachetait pourquoi ? Parce qu'on avait la perspective d'une trêve. Bon, si demain il y a vraiment une trêve, et j'en sais non. Peut-être qu'il va continuer. Le fait c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'incertitude. Donc aujourd'hui, prendre des positions sur le marché pour un investisseur de long terme, je veux dire, si on a des positions un peu importantes, c'est très compliqué. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est sur les petites valeurs, il n'y a pas la liquidité, sauf si on gère des petits montants. Et sur les grosses valeurs, c'est juste une pièce jetée en l'air. Donc, d'un point de vue d'investisseur, ça s'appelle du trading, c'est pas de l'investissement. Moi, je fais la différence entre. Voilà. Bien sûr. Moi, à la réalité. Là, la vision stratégique, c'est stratégiquement, c'est très compliqué de se dire je peux investir sur ce secteur pour 2, 3, 4 ans. Donc, cette réflexion-là, elle est compliquée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de cette période ? Là où il y a encore quelques semaines, on disait l'inflation, elle est transitoire, elle ne va pas durer. Ce dont on est à peu près sûr maintenant, c'est que l'inflation, elle va durer plus qu'attendu. Oui. Et qu'il y avait des éléments en place pour penser qu'en plus, on commence à avoir une transmission vers les salaires. Personne ne veut le voir, mais il y a quand même en Allemagne, je veux dire, c'est à côté, le salaire minimum qui passe à 12 €, ça fait 24% d'augmentation au mois d'octobre. C'est pas tous les salaires, mais oui. C'est le salaire minimum. Oui, c'est le salaire minimum. Oui. C'est 7 millions de travailleurs allemands. C'est 7 millions de travailleurs allemands. Bon, celui qui n'était pas au salaire minimum et qui gagnait 30% de plus que le salaire minimum, quand il va voir que le salaire minimum est monté de 24% et qu'il se retrouve au salaire minimum, il va aller voir son patron, il dit « T'as vu, maintenant je suis au salaire minimum ». Donc il va demander une augmentation. Donc globalement, les négociations salariales vont se durcir. Donc je ne sais pas si on va effectivement avoir une envolée, mais je pense que de toute façon, l'inflation, elle est là pour plus longtemps. La transition énergétique, dont on avait déjà dit qu'elle était inflationniste, elle va devoir s'accélérer, également pour des raisons de souveraineté, parce qu'il faut absolument couper la dépendance au pétrole russe, au pétrole y compris du Moyen-Orient. C'est plus une transition, là, c'est une rupture. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, les États-Unis disent qu'il faudrait couper le pétrole russe. Bienvenue chez nous, on va vous donner du gaz. Mais quelque part, on choisit de qui on veut être le vassal. La réalité, c'est que si on veut une indépendance et une souveraineté, il faut créer des sources d'énergie. Et en Europe, on n'a pas de pétrole, donc ça sera forcément du renouvelable ou du nucléaire ou éventuellement de l'hydrogène. Ça veut dire que tout ça, ça va être inflationniste. Donc, ce qu'on sait dans ce moment-là, c'est que l'inflation va s'accroître. Ce qu'on n'a pas encore vu et que les marchés anticipent, c'est pour ça qu'ils ont baissé, c'est le corollaire de ça, c'est-à-dire la pression qu'il va y avoir sur la croissance. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ce que disait encore Christine Lagarde tout à l'heure, on voit la croissance un peu à la baisse, on va passer de 4 à 3,7. Bon, 3,7... Ça reste très décent. Ça reste très décent. On aurait signé pour ça depuis 10 ans. Hein. Pendant 10 ans, la zone euro fait 0. Donc 3,7. Donc aujourd'hui, ce que dit le marché, quand on voit
la baisse qu'on a eue, avec un multiple de marché qui est passé de 15 en début d'année à maintenant près de 12, concrètement, le marché vous dit, mais en fait, on va aller beaucoup plus bas que ça. Ouais. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire, est-ce que la croissance va tenir, oui ou non? Ouais. Alors, il y a quelques éléments qui laissent penser que ça pourrait tenir, parce qu'effectivement, les politiques budgétaires vont rester quand même accommodantes, qu'il y a de l'épargne. Voilà. Donc, il faut voir si l'inflation, elle va être plus importante, mais à quel point elle va venir Détruire la demande. détruire la demande. Ben oui. Et donc aujourd'hui, c'est ça que le marché, sur quoi le marché s'intéresse. Mais l'exemple du pétrole est assez marquant parce que tous les spécialistes nous disent oui, $150 le baril, pourquoi pas mais sauf qu'on fait des chèques énergie, on compense, les États compensent. Donc le signal prix, finalement, il s'efface complètement derrière les mesures d'accompagnement, les mesures de soutien. Donc la demande n'est pas détruite. Tu as le B2B aussi, tu as le consommateur à la pompe, mais tu as tout l'aspect B2B qui est bien plus massif. Mais au-delà de la transition énergétique, tu as aussi la démondialisation. Parce que on va assister, le Covid, je prends toujours le parallèle avec la cybersécurité, quand c'est Target, je crois, qui est l'une des plus grosses entreprises qui fait attaquer en premier une grosse attaque cyber. Oui. Et à l'époque, on avait le directeur informatique de Target, je suis sûr que ses potes lui ont envoyé un message en disant « Putain, pas de chance, quoi ». Il n'a peut-être pas été viré. Moi, je pense que le directeur informatique d'une entreprise qui se fait attaquer ou ça se passe mal, il se fait virer. Parce qu'on lui dit, tu ne pouvais pas ne pas savoir. Obligation de moyens, pas obligation de résultat, mais au moins obligation de moyens. C'est plus une option. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de logistique, on est encore dedans, parce qu'on est toujours dans les problèmes de logistique post-Covid. La Chine qui joue un rôle ambigu avec sa politique zéro Covid et les ports fermés, ça aussi c'est un élément important. Donc on est toujours là-dedans. Donc aujourd'hui, le directeur logistique ou le directeur industriel, si sa chaîne elle n'est pas bulletproof, et ben s'il y a un problème, il ensuite. Donc et ça veut dire que le prix n'est plus le seul critère. Et ça c'est structurellement inflationniste. Et c'est pas de l'inflation que tu guéris avec les taux d'intérêt. Il y a un quoi qu'il en coûte, logistique, sécuritaire, qui va se mettre en place au niveau des entreprises. Ça veut dire que c'est juste une nouvelle... Et sur les disruptions, et puis Julien. Et sur les disruptions, effectivement, le prix de l'énergie, c'est pas uniquement aux particuliers, c'est les entreprises. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui préfèrent arrêter la production. Mais oui. Plutôt que de produire, parce qu'en fait, ça coûte trop cher, parce que c'est des industries qui sont énergie intensives. Et puis demain, le pouvoir politique leur demandera peut-être de couper en partie leur production, parce que si les approvisionnements ne seront pas là. Votre cuisine ou votre salle de bain, vous n'allez pas trouver de carrelage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'arrive plus à en faire. Et donc, les prix vont monter. Donc, on a quand même quelque chose où on va avoir un impact. Pour l'instant, on ne le voit pas encore. C'est un peu compliqué pour se positionner, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, c'est de se dire, voilà, où sont les certitudes? Les certitudes, c'est effectivement sur le renouvelable, c'est éventuellement sur l'armement, quand on peut la faire, parce qu'effectivement, il peut y avoir des limites dans l'investissement qu'on peut faire dans l'armement suivant les portefeuilles, mais on en a assez peu en réalité. Julien, quand on revient au marché, comment vous analysez la séquence alors des derniers jours, des dernières semaines? J'ai deux références en tête. If you panic, panic first. Est-ce qu'il est encore temps de paniquer pour ceux qui n'auraient pas encore paniqué? Et à l'inverse, les vétérans nous disent acheter au son du canon. Alors, l'expression est un peu maladroite, mais elle est idoine, puisque la référence n'est pas anodine. Est-ce qu'on y est? Je vais me risquer à prendre la référence du Covid, puisque j'ai parlé ici sur ce plateau pendant la crise du Covid, ou enfin juste après, parce que du 15 au 30 mars de mémoire, il n'y avait pas d'émission. La crise de Covid est arrivée au moment où le cycle était ascendant, le cycle économique. Alors là, je parle du cycle, le cycle court, le cycle des stocks, cycle de 3 ans et demi qu'on appelle le cycle de Kitchin, qui pour moi était une force de rappel considérable à l'intérieur de cet événement. Et j'ai vu, comme tout le monde, dès le 15-20 mars, le fameux « quoi qu'il en coûte », la situation de guerre, etc. Donc, je n'ai pas eu besoin de comprendre, de réfléchir très longtemps, qu'on parlait de soutien budgétaire massif. Ce n'est pas du tout le cas ici. Non. Ce qui vient de se passer, là, se produire, c'est dans la phase on vient de commencer la phase descendante de cycle. Je l'ai évoqué à l'été dernier. J'ai dit, nous allons rentrer une phase descendante probablement au premier trimestre, indépendamment de ce qui se passe en Ukraine. Ça n'a rien à voir. Et donc, cette fois-ci, on a cet événement qui se produit à ce moment-là. Donc, pour moi, ça veut dire que la conséquence n'a rien à voir avec le Covid. Deuxième vision, ça c'était par rapport au cycle. Deuxième vision, par rapport au sentiment des investisseurs au moment où l'événement se produit. Donc, il faut dire, non, mais c'est important. Il ne faut pas trop compter sur l'effet mémoire vis-à-vis ou ce serait une erreur en tout cas
de répliquer le pattern de marché qu'on a pu... C'est mon second point. Alors, bon. C'est le sentiment. Parce que là, je suis dans le cycle, juste dire que ça se produit à un moment différent du cycle. Donc, ça va être quand même beaucoup plus dur de remonter. Deuxième élément, comment ça se présente au niveau du sentiment d'investisseur. Et la baisse du Covid, c'est une baisse qui part d'un sommet historique sur quasiment tous les marchés actions. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de zone de distribution. Donc, c'est le phénomène typique 1987. Et c'est quasiment dans tous les cas de figure, sauf un, malheureusement 1930, dans tous les autres cas de figure, c'est un phénomène de creux en V. C'est pour ça qu'on pouvait dire, selon cette analyse, dans le courant de mars-avril, d'une manière ou d'une autre, nous reviendrons sur les sommets du S&P. En tout cas, c'est un argument qui se défendait. Là, ça n'a rien à voir. Nous avons une vaste consolidation sur les marchés occidentaux qui est au-dessus de la zone de prix actuelle et qui a été, dont on est sorti par le bas du fait de l'événement de l'Ukraine. Ce qui fait que la capacité de retraverser cette zone n'a rien à voir avec le Covid. Donc ma conclusion est tout à fait à l'opposé de celle d'avril 2020. Je pense que la capacité de rebond est infime, est très faible. Et je pense que nous sommes rentrés pour plusieurs mois dans un marché qui est baissier. Alors, je le disais il y a quelque temps du fait du cycle, mais en disant il n'y a pas de signal de prix, donc on ne peut pas... Voilà, maintenant il y a un événement, un signal de prix, je continue mon raisonnement. Je pense que nous sommes rentrés dans un marché baissier sur les marchés d'actions et qu'il y aura donc des rebonds, des choses certainement qui permettront aux gens de faire du trading, mais qu'en termes d'allocation, ça va être très très compliqué. Ouais. Et après, je pourrais juste te dire qu'il manque, pour ceux qui sont à un plus court terme, il manque quand même dans la séquence actuelle... je sais qu'on n'est que dans l'émotion comme dans le Covid, ce qui m'arrange beaucoup, parce que c'est mes outils d'analyse, mais là je trouve qu'on n'en a pas encore assez. Alors, si je peux me permettre... Il n'y a pas eu assez de panique ? Oui, il manque des choses. Alors, ça peut ne pas arriver. Qu'est-ce qui voudrait dire ça, Julien ? Si ça n'arrive pas, ça voudrait dire qu'on serait dans un marché vraiment très plat, très longtemps. Donc, ce que j'appelle un marché baissier, c'est un marché qui reste très loin de ses plus hauts, mais qui n'accélère plus à la baisse. La majorité des cas de figure dans ce qu'on vient de vivre, c'est une accélération baissière à un moment. Ça peut se produire à tout moment à partir de maintenant, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, je ne peux pas dire aux gens, il n'y aura pas d'accélération baissière. Je pense que c'est un cas de figure qui est possible, y compris donc depuis les niveaux actuels. Est-ce que le débat porte par exemple sur le marché américain, plus que sur le marché européen, qui lui a été violemment chahuté vous dites, c'est une concomitance d'événements, mais qui était déjà... en baisse de 10% avant la crise ukrainienne et qui se retrouve à moins 20 désormais. Quand les US semblent être dans cette phase-là un peu plus résilients. Est-ce que c'est là que ça se joue selon vous ? En fait, oui. Le débat entre justement les valeurs value et les valeurs de croissance qu'on a eu au deuxième semestre l'an dernier, j'ai dit à plusieurs reprises, ces débats, il n'est pas tranché pour moi et je ne rentre pas dedans. Je ne sais pas comment arbitrer et comment prendre une décision. Et c'est le même débat de la surperformance de l'Europe par rapport aux USA. Oui. Et c'est le débat qu'on retrouve maintenant, c'est-à-dire que la surperformance qu'on avait par rapport aux USA, on l'a reperdue, etc. Donc effectivement, on a plus perdu que les USA, mais c'est à relier à ce débat-là. Et ce débat-là, alors, à court terme, je pense qu'il va se résoudre, donc la réponse est oui, par peut-être une accélération baissière sur le marché américain. Donc c'est quelque chose que je pense probable. Et c'est de là qu'on peut former sur ce marché qui est directeur peut-être un socle pour imaginer quelque chose de différent, peut-être pour quelques mois, autre chose que ce que je viens de décrire, ce marché baissier. Mais après, je termine avec ça parce qu'il faut relier, à mon avis, maintenant. Ça, je commence à en avoir la conviction. Il faut relier cette question de l'arbitrage Europe-US et surtout l'arbitrage value growth. Il faut le relier à tout ce qui est en train d'être compris par le marché, tout ce qui a été dit sur l'inflation. Alors ça, c'est quelque chose que j'attendais, mais maintenant, je crois que tout est réuni. Vraiment, tout a été dit parfaitement tout à l'heure. On peut assister, si on raisonne à 5 ans, on peut assister à une rotation, mais massive. En faveur de la value ? Mais massive. Ouais. On peut. Je ne dis pas aujourd'hui... Oui. Une décision là-dessus, mais avant, je ne le voyais pas comme une possibilité. Mais depuis 10 ans, on n'a jamais eu autant d'éléments en place qui peuvent laisser penser... Tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un fil qui ramène toujours à ça. On peut avoir une amélioration de la value. Je parle d'une rotation massive, quelque chose qu'on n'a pas connu pendant 50 ans. Mais je parle de quelque chose de fort. Sébastien, un débat mais j'ai du mal à voir si on rentre dans une période de stagflation, de croissance faible avec de l'inflation. Comment on ne peut pas ne pas préférer des valeurs avec de la visibilité et de la croissance ? C'est ça, moi, qui me... Après c'est une question de valo, il faut être gaffe. Non, j'aurais tendance à être d'accord. Le point, c'est que pour moi, le parallèle, je le fais avec ce qui s'est passé
à la fin des années 70 avec le 50 Nifty. C'est qu'en fait, les valeurs des 50 Nifty avaient atteint une telle prime sur le marché qu'à un moment donné, malgré une croissance des résultats à l'époque qui avait été de 70%, en réalité, elles ont sous-performé massivement, simplement parce que c'est des titres qui étaient largement détenus, à un moment donné où, si effectivement le moment devient plus difficile, il n'y a plus de flux qui rentrent dans les marchés actions, et il y a juste des arbitrages, des gérants qui sont tous encore maintenant. Je veux dire, parce qu'il y a d'abord, il y a un certain nombre de gérants aujourd'hui. Il y en a combien qui ont 20 ans, moi, je regarde autour de moi, il y en a combien qui ont 20 ans d'expérience. Alors il se trouve qu'ici, on a tous plus de 20 ans d'expérience. Mais moi, je regarde autour de moi, même dans les équipes, il y en a beaucoup qui ont 10 ans. Donc ils ont connu qu'une chose, c'est des marchés. La baisse des taux et la hausse des GAFAM. Et la hausse de la croissance. Il faut un certain temps avant de se dire, finalement, il faut peut-être que je tourne mon portefeuille. Et c'est ce phénomène-là qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir une bascule. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est investisseur, on préfère la croissance, parce qu'effectivement, c'est ce qui fait la création de valeur à long terme. Mais d'un point de vue positionnement, quand on regarde sur la fin des années 70, les 50 Nifty, ils ont sous-performé massivement sur 5 ans. Et pourtant, c'était des super belles boîtes, c'était les IBM, c'était les Kodak, avec des résultats qui montaient. C'est que simplement, elles ont comprimé leur prime de valorisation. Ouais. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on puisse être face à ça. J'ai pas le timing, je sais pas quand, et c'est pour ça que je préfère avoir une approche équilibrée, parce que. Bien sûr. Et ça, ces changements-là, ça peut prendre du temps, Julien. Enfin, alors, oui. Comprendre que je suis surexposé à des valeurs dont les multiples ne sont plus acceptables, quand bien même le cadre macro ferait que, oui, pendant 10 ans, c'était ce qu'il fallait avoir. La différence, Grégoire, c'est qu'aujourd'hui, tous les brokers anglo-saxons t'abreuvent quotidiennement de paniers qui sont extraordinairement facilement achetables et que n'importe qui du coin de son PC sur zone bourse est capable de se transformer en indicateur d'actifs en faisant du... Donc le retail devient une composante importante de ce marché ? Pas que le retail, mais c'est extraordinairement facile de le faire. D'avoir du panier recovery le matin, du panier croissance le lendemain. Mais ça ne fait pas une tendance, ça. Ah bah non, mais tout à l'heure, juste une remarque. La tendance, elle existe quand même. Quand tu as mentionné que le marché perdait 3%, je pense que ton cœur n'a pas une seule variation par rapport à la seconde d'avant. C'est-à-dire qu'une variation de 3%, aujourd'hui on fait plus 7, moins 3, et tout le monde trouve ça normal. Enfin, je plaisante, mais on est dans l'extraordinaire tout le temps. Le point, c'est qu'effectivement, les systèmes d'information sont complètement différents par rapport à il y a 50 ans, et que là où il a fallu peut-être 5 ans pour normaliser, si on peut appeler ça normaliser, la différence entre les valeurs de croissance de l'époque et les values, l'évolution vers plus d'algorithmes, moi, me laisse penser que, et c'est un peu ce qui avait conduit notre positionnement, c'est que l'ajustement, s'il devait avoir lieu, de toute façon, serait ultra violent. Il l'a été. Et il a été. Et en fait, on l'a pas complètement fini. Donc, de toute façon, c'est que ça prendra pas 5 ans. Ça, je suis à peu près sûr que si ça se fait, ça prendra pas 5 ans. Julien ? Sur quoi ? Sur le je sais pas, timing de ça le scénario, l'idée que c'est vraiment un nouveau régime de marché qui pourrait être profitable à des valeurs dont plus personne ne voulait depuis 10 ans, pour dire les choses simplement. Mon travail repose sur la finance comportementale, donc je souscris tout à fait à l'idée que des gérants ont une culture depuis une dizaine d'années autour des valeurs de croissance qui sont nécessairement surpondérées. Je me souviens d'un gérant qui disait il y a une valeur qu'on n'a pas le droit de vendre dans les portefeuilles, c'est LVMH. Oui. Des choses comme ça qui sont emblématiques, qui reflètent cet état d'esprit. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Je pense que c'est ça qui va définir la rotation. Le rythme de la rotation, c'est le rythme de changement de ça. Maintenant, pour ce qui me concerne, moi, je fais d'abord et avant tout du risk-on, risk-off, surtout ça. Donc je suis hors des actions et je cherche à re-rentrer, mais je ne sais pas quand. Et je suppose que ça va aller plus bas. Et c'est pas aujourd'hui. Et les 5750 qu'on a vu sur le CAC, c'est pas le point bas pour vous ? J'admets que je vais rater 15% de rebond s'il se produit légitimement parce qu'il y a un cessez-le-feu, etc. Mais c'est pas mon sujet. Je pense qu'on a enclenché quelque chose de très puissant. Pour ce qui est de sortir juste du bêta et d'aller en alpha, tant en temps je le fais. Je l'ai dit sur ces plateaux. J'ai parlé des banques, des comos, etc. Parfois ça marche, parfois ça apporte pas vraiment d'alpha. C'est quand même très difficile. Une fois qu'on fait du risk-on, risk-off, d'aller chercher de l'alpha, c'est pas aussi. C'est très bien de le dire quand ça s'est produit, mais de prendre la décision d'entrée puis la décision de sortie et d'avoir un vrai résultat de surperformance, c'est pas aussi évident que ça. Sur le value growth, je n'y ai pas touché pour ces raisons-là, parce que je pensais mettre mon doigt dans la prise de courant, donc je n'ai pas voulu le faire. Là, je m'interroge sur le moment de prendre ce choix, mais c'est un véritable choix que j'aimerais porter plusieurs années. Je comprends. Pour les raisons que donc je disais. Donc c'est pas les 10-15 premiers % du mouvement qui vous intéressent. Et ça peut se décider
Moi, je dirais à horizon 12-18 mois par rapport à maintenant, sans que je sache quand. Mais c'est cette période que je vais regarder, il va falloir faire des recherches. Alors, j'ai rencontré un gérant qui était des années 70, qui a connu des choses, et qui m'a dit, mais arrête de croire que les valeurs value sous-performent. Tu verras sur longue période qu'elles surperforment beaucoup plus les indices que les valeurs de croissance. Mais sur longue période, oublié. Sur des décennies, c'est ça que vous regardez. Si on prend 100 ans... On n'était pas nés. Si on prend 100 ans, les valeurs de croissance ne surperforment que 30% du temps. Et je ne le savais pas. Ah ouais. Et je me suis dit, voilà. On n'a pas de valeur de croissance qui est des cycles de 100 ans. Parce qu'elle finit par la croissance finit par se normaliser. Mais c'est une mesure difficile à faire. Les composantes des indices sont pas, notamment aux US, elles sont pas du tout. C'est tout l'avantage des gros poids des indices, ça n'existait pas il y a 30 ans. Ouais. Donc tout ça, c'est pas, pour moi, c'est pas comparable. Mais le stock picking, pour moi, reste de mise. Le GARP, donc c'est-à-dire la croissance à un prix raisonnable dans un environnement tel qu'on va le connaître, à mon avis, est important. Mais c'est ce que dit Gilles, raisonnable. C'est-à-dire que la prime donnée aux valeurs, la prime, le totem, donc entendre que LVMH, on ne peut jamais vendre, quand même, en tant que stock picker, c'est un peu difficile à écouter, parce que ce qui se paye X fois les bidas par rapport à une croissance, il y a un moment, il y a un retour aux chiffres. C'est-à-dire, si ça se paye, il y a le PEG. Tu fais 20% de croissance, tu te payes 20 fois les résultats. Plus personne n'utilise le PEG. Non, mais moi, je sais bien, mais nous, chez Arbevel, on l'utilise parce que tu t'achètes des choses où tu te dis, si le marché, il change, et ça, on ne le maîtrise pas, si le marché, il change de régime, mais tu sais que tu reviendras à ton prix. Est-ce que dans un, justement, stock picker, horizon de temps long, est-ce que là, il y a déjà dossier par dossier? Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête. Mais la période, elle est extraordinaire. Ah, d'accord, mais vous achetez aujourd'hui des valeurs, Sébastien? C'est votre métier, alors vous avez... Notre métier est d'être investi. Je sais, mais il y a une manière d'être très investi, un peu moins... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de acter du fait que l'environnement autour de nous, il est structurellement différent, et donc tu dois investir en fonction des contraintes et d'un environnement qui change. Donc c'est pour ça que les portefeuilles évoluent tout le temps, avec ce biais comportemental de se dire quelle typologie, mais à la fin, il y a aujourd'hui Store Electronic System qui annonce une nouvelle avec Walmart, les étiquettes électroniques. SES Imagotag. SES Imagotag, ça a changé de nom. C'est une tendance méga structurelle. Sauf qu'il faut l'acheter à un bon prix. Là, c'est au plus haut historique, SES Imagotag. Oui, mais ça veut rien dire. En valo, c'est pas si cher. Ça fait 5 ans qu'Amazon est au plus haut historique. Non, mais pourquoi? Pas depuis un an. Non, pas depuis un an. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils viennent juste d'annoncer qu'ils rentrent chez Walmart aux États-Unis. Ah ouais. Mais là, en tant que stock picker, vous savez ce que vous voulez acheter pour plusieurs années peut-être. Bon, en fait, il faut être un peu humble. On sait qu'après coup, c'était une bonne idée. Mais en tout cas, on a plein d'idées qui, théoriquement, sont bonnes. Et je peux regarder mes investisseurs en leur disant, j'ai investi là-dedans et voilà pourquoi. Ouais. J'y vais avec une conviction solide. Ah oui. Oui. Ah oui. Gilles, j'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'effectivement, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai arrêté d'utiliser le PEG parce qu'à un moment donné, quand je parlais du PEG ou de GARP, on nous jetait des pierres. On disait, mais comment vous faites? On sait jamais, ça bouge tout le temps. Oui, en réalité, c'est assez simple. C'est quand on regarde une entreprise, on se dit, OK, aujourd'hui, vous facturez 100. Combien vous attendez à facturer d'ici 3-5 ans? Pourquoi, comment? Sur la base de quoi? Quel niveau de marge? Pourquoi, comment? Et à partir de là, on se dit, cette boîte-là, sans faire jamais de paris, parce qu'on ne veut pas faire de paris, sans prendre d'hypothèses agressives sur le multiple de valorisation, quand on regarde les multiples de valorisation dans la durée, en réalité, ils sont ultra stables. On prend les moyennes historiques, et donc on se dit, on prend les multiples, on prend le multiple historique, et on regarde sur la base des attentes de l'entreprise, en fonction du niveau de confiance qu'on peut avoir, combien elle valorise. Et à partir de là, on arrive à définir un potentiel de hausse. Et c'est ça qui va nous servir, en réalité, qui va définir en fait nos marges pour agir sur le titre. Tu fais pas de pari sur un re-rating ou sur un de-rating, même si aujourd'hui tu peux admettre que potentiellement le risque, d'après ce que vous dites, c'est que tu peux avoir un de-rating du fait de la hausse des taux, du fait de plein de trucs. Ce qui se paye 15 fois les bidas aujourd'hui, ça se paiera 10 demain. Peut-être que c'est plus 10 fois. Mais si dans des boîtes comme SES, tu te retrouves avec des croissances comme ça, et que les bidas dans 5 ans, il fait tant que tu mets 10 fois, tu actualises et que tu as 40% de prime sur le cours d'aujourd'hui, tu te dis, why not?
Il faut qu'on s'arrête, messieurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir été les participants du jour à Planète Marché. Gilles Guibourg, responsable des actions européennes chez AXA IM, Julien Nebenzal, président de Futur IM, et Sébastien Lalevé, directeur général de la financière Arbevel.